Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'école du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Molière, Racine, Duras, Hugo, Balzac et une trentaine d'autres, comme vous ne les avez jamais vus et sans doute jamais lus. L'histoire de la littérature est incroyable et c'est notre invité du Grand Oral qui le prouve. Nous recevons aujourd'hui Catherine Maury. Au sommaire de l'Anti-Sèche d'Amal Laoui, les vacances en cette semaine, programme spécial. Et aujourd'hui, comment visiter un musée avec un enfant. L'heure de la récré, toujours avec Amal, on va réviser le bac français grâce à TikTok. Et puis la chronique hebdomadaire de maître Valérie Piot, le conseil de discipline. A-t-on le droit de fouiller les élèves dans les écoles, de leur confisquer des objets? Elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est parti. Grand oral. Je commence par un mot d'excuse. S'il m'arrive aujourd'hui d'avoir des blancs, de bafouiller, c'est pas de ma faute, c'est de la faute de mon invité. Alors, j'ai pas l'habitude de dénoncer, mais là, je n'ai pas le choix. Je lui dois quelques heures de sommeil en moins cette semaine, tant j'ai pris plaisir à lire son incroyable histoire de la littérature française. C'est bien simple, je n'arrivais pas à décrocher. Catherine Maury, bonjour. Bonjour Emmanuel. Je ne vous remercie pas. C'est une bande dessinée, presque un... Non, je rigole, c'est donc formidable. Presque un roman graphique qui parcourt 5 siècles d'histoire de la littérature en 340 pages. Et c'est tout à la fois érudit, drôle, édifiant, intelligent, d'un mot addictif. En fait, vous pouvez repartir, je vous ai servi tous les compliments. Mais continuez, je ne m'en lasse pas. Vous êtes, Catherine, professeure de français, autrice de bande dessinée. Il faut évidemment citer le nom de votre complice dessinateur, le formidable Philippe Bercovici. L'éditeur, ce sont Les Arènes BD. Et pour être tout à fait complet, je ne suis pas le premier à avoir adoré ce livre, puisqu'il s'agit d'une nouvelle édition. La première date de 2019. Et elle s'était vendue déjà à plus de 40 000 exemplaires. Et dans cette nouvelle, vous faites entrer 4 nouveaux auteurs, Olympe de Gouges, Louis-Ferdinand Céline, Louis Aragon et Marguerite Duras. Justement, les auteurs, comment les avez-vous choisis? Avec ce sommaire, on a eu un problème de riche, parce que la littérature française, elle est ancienne déjà, elle date du Moyen-Âge, et en plus, elle est très foisonnante. Alors déjà, le Moyen-Âge, vous ne le prenez pas? Non, voilà. Il n'y a pas beaucoup de textes, quoi. Il y a des Gilles de Garnier. Mon coupe-coupe. Hein, c'est ça. Il y en a tellement que... Donc, le sommaire, on l'a édifié à partir des auteurs qui étaient le plus étudiés au lycée. D'accord. C'était notre critère. C'était le critère. Donc, les auteurs les mieux connus des Français, puisque tout le monde est passé par l'école. Absolument. Et de ce fait, peu de femmes, parce que peu de femmes... Peu de femmes, parce que les femmes ont été interdites de littérature pendant des siècles. Regardez l'Académie française. Depuis qu'elle a été créée au XVIIe siècle, on a plus de 700 académiciens, 9 femmes. Ouais. Alors dans les constantes, parce qu'évidemment ça raconte la vie de chaque auteur, son œuvre, mais on lit aussi, il y a des fils qui sont tendus tout le long du livre. Alors, par exemple, l'Académie française en prend pour son grade, parce que tous les grands, grosso modo, elle les refuse, et quand elle les accepte, c'est pour faire une faveur à l'un ou à l'autre. Ben, vous avez très bien lu, mais alors bravo. Mais attendez, quand j'ai dit que j'ai aimé... Alors ben, c'est tout à fait ça. C'est vrai que parfois, parce que les auteurs sont trop scandaleux pour l'époque, donc c'est le cas de Zola. Ouais. Zola, il adorerait entrer à l'Académie française. Ouais. Voilà. Et à chaque fois, il est recalé. Molière, parce qu'il écrit des comédies, donc c'est vraiment un genre mineur. Bah oui, c'est ridicule. Ouais. Alors même que l'Académie française fait le dictionnaire et qu'on dit du français que c'est la langue de Molière. Oui, maintenant, mais c'était pas le cas à l'époque. On le disait pas. L'idée de raconter cette histoire en bande dessinée, comment vous est-elle venue? Alors, c'était l'idée de présenter la littérature de façon incarnée, vivante. De ne pas faire comme le professeur de français de Françoise Sagan. Il avait fait un cours de français tellement ennuyeux sur Molière que pendant la pause, Françoise Sagan avait pris une petite statuette en plâtre qui ornait une étagère, oui, et elle l'avait pendue. Donc c'était une statuette de Molière et elle l'avait pendue haut et court dans l'encadrement de la porte. Ouais. Alors déjà la porte, elle n'a plus eu l'occasion de la franchir puisqu'elle a été renvoyée. Elle s'est fait virer. Voilà. Et en plus, c'est quand même très dommage puisque c'était quelqu'un qui allait devenir une grande romancière. Donc c'était quelqu'un qui était sensible à la littérature et qui se morfondait en cours. Et voilà, donc l'idée c'est de ne pas faire comme ça, c'est de montrer les auteurs comme des êtres humains, de les faire descendre de leur piédestal, voilà, de les dépoussiérer. S'ennuyer en cours, là encore, c'est un deuxième fil qui est tendu, peut-être pas tout au long de l'ouvrage, mais... Ça, le garnement, les écrivains. Ah, mais je n'aurais pour rien au monde voulu les avoir dans ma classe. Alors, si on fait le bilan, donc, Maupassant, renvoyé pour avoir volé de l'alcool dans la cave de son pensionnat. Ouais.
Baudelaire renvoyé pour avoir mangé un petit message que lui avait fait passer un élève pendant les cours. Zola a raté 2 fois son bac. Flaubert renvoyé également. Sartre. Et ça, c'est que pour le 19e. Oui. Parce qu'avant, déjà, ça ne se passait pas forcément. Il y avait moins d'écoles, mais ils se faisaient virer des couvents et autres monastères. Sartre, avec son ami Paul Nizan, on les appelait Nitré-Sarzan, qui vomissent sur les chaussures du proviseur le soir du bac, du proviseur d'Henri IV. Enfin, voilà. Non, c'est des garnements. Ils sont très décomplexants. Voilà. Extrêmement décomplexant. Pour vous dire à quel point le livre est drôle, ça me revient même. Donc il y a tous les gags. Alors je ne sais pas si c'est vous d'ailleurs ou Bercovici qui les avez introduits, mais typiquement, si je me souviens bien, quand Baudelaire mange le papier au lieu d'énoncer, le petit commentaire que vous écrivez, il a été exclu. Voilà. Parce qu'on est encore en train de manger Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est extrêmement drôle. Les réactions des élèves, quand vous enseignez à la fois en collège et dans le supérieur, elles vous inspirent comme autrice ? Bien sûr, bien sûr. Déjà, ce qui m'inspire, c'est la nécessité d'être tout le temps clair. Quand on a affaire à des collégiens, il faut tout expliquer depuis le début. Et quand on fait une bande dessinée comme ça qui s'adresse vraiment à tous, au grand public, voilà, donc aussi bien les collégiens que les adultes qui ont tout oublié, et même aussi un peu les experts, parce qu'il y a quand même des anecdotes, des petits éléments qu'on ne connaît pas forcément. Voilà, il faut toujours être clair. Donc c'est ça le principal enseignement. Oui. Bon, en tout cas, ça fonctionne extrêmement bien. L'incroyable histoire de la littérature française. Catherine Maury, invitée de notre grand oral. On se retrouve dans quelques instants. Pour l'instant, c'est l'Anti-Sèche avec Amal Laoui. Et cette semaine spéciale vacances se poursuit et on vous propose, grâce à Amal, aujourd'hui des sorties culturelles à faire avec les enfants. Oui, pendant les vacances... J'ai mis un petit point d'interrogation parce que sortie culturelle, c'est sympa, avec les enfants, ça peut se gâter. Donc voilà. C'est sympa. Pendant les vacances de printemps du 9 avril au 9 mai, le musée du Louvre vous propose une offre 100% famille avec des ateliers dès 6 ans, des visites comptées dans les salles du musée à partir de 4 ans, mais aussi des mini-découvertes avec un médiateur qui répond à toutes vos questions dans les espaces les plus emblématiques du Louvre. Et parmi ces ateliers, il y a par exemple le carnet de voyage du Louvre. Alors c'est ouvert aux enfants à partir de 8 ans, tous les jours pendant les vacances scolaires. Et en fait, l'idée, c'est de parcourir le musée et de dessiner les œuvres de son choix. Donc là, on est acteur, c'est plutôt sympa. Versailles aussi, on avait parlé du jeu de paume, la salle qui rouvre. Oui, pendant les vacances scolaires, le château de Versailles, lui, propose aussi des ateliers pour s'initier cette fois-ci à l'art de la comédie, à la sculpture animale ou encore pour découvrir le métier d'artisan d'horreur. On va pas pouvoir aller partout, mais sortons un peu de Paris quand même. Oui, alors si vous êtes du côté de Lyon, le musée des Confluences propose, lui, une exposition intitulée Magique. Les enfants, vous le savez, adorent la magie. Il transporte petits et grands au cœur d'une forêt enchantée et nous montre combien la magie est ancestrale et mystérieuse. Et pour l'occasion, ils ont un nouvel atelier qui s'appelle Sorcier-Sorcière et qui plongera toute la famille dans l'univers de la magie en explorant objets et rituels magiques. Nîmes. Alors à Nîmes, il y a le musée de la Romanité qui propose, lui, une visite pour les 7-12 ans. Alors ils découvriront comment s'amusaient les Romains dans l'Antiquité, les jeux et les divertissements. Ils apprendront par exemple que l'empereur Auguste était un joueur de dés et que Caligula, un tricheur invétéré. Ils pourront ensuite s'essayer à quelques-uns des jeux favoris des petits gallo-romains, jeux de hasard par exemple, d'adresse ou alors des casse-têtes. Et si on ne peut pas se déplacer parce que tout le monde ne part pas pendant les vacances ? Il existe des solutions puisque vous le savez, depuis une vingtaine d'années, les musées, les galeries, les institutions culturelles diverses développent des expositions accessibles à distance sous forme de banques d'œuvres, de capsules vidéo ou encore de simulations de visites immersives. Alors vous pourrez par exemple visiter virtuellement les grottes de Lascaux, pourquoi pas, ou aller plus loin et découvrir le Smithsonian qui est situé à Washington. Aux États-Unis, oui, c'est ça, Washington. Aux États-Unis, à Washington, c'est un musée d'histoire naturelle qui est mythique. Comment je trouve toutes ces expositions ? Parce que alors vous allez les sur ressources Internet. Existent, mais c'est une question de curation là. Alors il y a l'école du Louvre qui propose un recensement de toutes les expositions en ligne. Elle a recensé près de 500 expositions en ligne issues de musées français et internationaux. Et elles sont toutes accessibles librement et classées en fonction des périodes historiques, des aires géographiques et des thématiques comme l'architecture, l'urbanisme, la littérature, la mode, la musique ou encore le cinéma. Donc, génial, super programme. Merci beaucoup Amal. On se retrouve pour la récré dans quelques minutes. Pour l'instant, on reprend notre échange avec Catherine Maury, le grand oral.
Faire descendre les classiques de leur piédestal, scalper les perruques poussiéreuses, envoyer valser les hauts de chausses élimés, faire valdinguer les pourpoints défraîchis et montrer les auteurs dans leur humanité. Fin de citation, elle est extraite de l'avant-propos de cette incroyable histoire de la littérature française de Catherine Maury et Philippe Bercovici, dont une édition augmentée vient de sortir aux Arènes BD. Il y a aussi une version vidéo sur le site des Arènes, ça s'appelle d'ailleurs Les Arènes du Savoir, extrait. Bonjour à tous. La vie d'Olympe de Gouges, comme celle de toutes les femmes sous l'Ancien Régime, est marquée par la domination masculine. D'autant que la fillette qui naît à Montauban en 1748 sous le nom de Marie Gouze est le fruit d'une relation adultérine. Elle a donc deux pères. Un père naturel et adoré qui est l'amant de sa mère et s'appelle Lefranc de Pompignan. C'est un dramaturge et par ailleurs un ennemi du progressiste Voltaire. Mais elle a aussi un père officiel, le mari de sa mère, un certain Pierre Gouze, qui exerce une toute autre profession puisqu'il est boucher. Il meurt lorsque Marie a 2 ans. Celle-ci reçoit une éducation médiocre et doit donc s'instruire par elle-même. À 17 ans, on la contraint à épouser un homme qu'elle n'aime pas. Heureusement pour elle, il meurt l'année suivante. Libérée de toute tutelle masculine, cette jeune veuve de 18 ans entreprend de se réinventer. Voilà, on a coupé un petit peu avant la fin parce que ça dure un peu plus longtemps, Catherine Maury. L'exemple d'Olympe de Gouges, donc il y a plein de ressources sur les Arènes du Savoir. Oui, pour le bac de français. Et ouais, spécial bac de français, c'est le moment si vous êtes en train de le préparer. Olympe de Gouges, disais-je, nouvelle venue dans le livre, peu de femmes. Pourtant, elles sont là dès le début, à commencer par Madame de Lafayette. Vous la peinturlurez même en manifestante dans une manif féministe, si je me souviens bien. Oui, c'est vrai. Oui, voilà, avant-garde féminine, je ne sais pas si ça va fonctionner. Hop, ouais. C'est au-dessus de mon doigt, là, voilà, si on peut. Oui, avec les précieuses, en fait. Les précieuses, c'est la première fois que les femmes montent sur la scène littéraire. Et encore, elles montent sur la scène littéraire. Mais Madame de Lafayette n'a jamais avoué ce crime. Jusque sur son lit de mort. Voilà, d'avoir écrit, et en plus des romans, alors vraiment qui était le genre vulgaire à cette époque. Et alors pas qu'à cette époque, parce que le roman qui aujourd'hui est la forme dominante de la littérature française, il faut attendre le 19e siècle pour qu'il s'impose véritablement. Exactement. Et on se fait qu'on va en prison. Ils vont beaucoup en prison aussi, vos auteurs. Ils sont mauvais élèves, ils vont en prison. Tout. Mais pour plein de trucs, pour dette, pour... tout. Non, mais vraiment, je vous dis, ils sont très décomplexés. Catherine, elle dit ça avec une... ils se retrouvent tous en tôle. À force de les fréquenter, vous savez. Mais oui, et Marivaux, par exemple, se cache à d'écrire des romans. C'est vraiment la honte d'écrire un roman. Il y a un soupçon d'indignité qui pèse sur le roman. Entre l'histoire de la... Voilà, ils vont en prison, entre le fait qu'ils étaient mauvais élèves, etc. On a l'impression que ce que vous racontez aussi, c'est une longue histoire de la conquête de la liberté. Tout court. Vrai, bien sûr, oui, bien sûr, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, vous voyez, quand vous dites ça, ça me fait penser à Rimbaud. Rimbaud, quand il était adolescent, il s'est fait gifler par sa mère pour avoir lu un roman. Alors, un roman d'un auteur dépravé, d'un ennemi de l'autel et du trône, puisqu'il s'agissait de Victor Hugo. Et Les Misérables, à cette époque, étaient à l'Index. Donc l'Index, c'est cette liste des livres prohibés par l'Église. Donc il y avait Les Misérables, il y avait Le Rouge et le Noir, il y avait Madame Bovary, Le 10 dans la vallée, tous ces romans qu'on étudie maintenant, dont certains sont au programme du lycée. Et, comme vous le dites, c'était des livres qui étaient révolutionnaires, qui étaient subversifs. C'est bien pour ça. En tout cas, s'intéresser à la littérature, c'est s'intéresser à la subversion. Exactement. Et vous voyez, on se faisait gifler à cette époque pour lire Victor Hugo. Et maintenant, aujourd'hui, je pense qu'on aurait des cadeaux. Tradition grivoise aussi. Il y a beaucoup de parties de Jean Branlère dans votre histoire. Mais il y en a aussi dans la littérature. Alors évidemment, il y a Rabelais pour commencer, c'est le premier auteur de la liste. Il y a un conte, Les Lunettes. Pas un conte, c'est une fable d'ailleurs. Non, c'est un conte de La Fontaine. Licencieux de La Fontaine. Alors, c'est ça. Tout le monde connaît de La Fontaine les fables. Ses fables. Il faisait des contes licencieux. Il faisait des contes licencieux très amusants, dont cette histoire Lunettes. Je ne sais pas si j'ai le temps de la raconter, mais brièvement. Alors, c'est l'histoire donc d'un jouvenceau qui s'habille en honnête et qui rentre dans un couvent. Et donc, il doit faire croire qu'il est une femme pour rester au couvent. Il fait croire qu'il est une femme. Et que se passe-t-il 9 mois après ? Eh bien, l'une des religieuses, bizarrement, a son ventre qui enfle. Et donc, tout le monde se demande ce qui lui arrive jusqu'au jour où trouve quand même que l'enfant grandit. Voilà. Et donc, elle accouche. Et donc, là, on comprend qu'il y a un loup dans la bergerie.
Et donc, la mère supérieure réunit toutes les nonnettes et leur dit, vous allez toutes vous déshabiller et on va savoir, voilà. L'examen commence, là. On va savoir lequel d'entre vous est le loup qui se cache dans cette bergerie. Et donc, elle chausse ses lunettes, et elle se penche. Alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'en fait, La Fontaine ne prononce jamais aucun mot grivois. Ouais. Mais il dit qu'il attache cet excédent de nature avec une ficelle entre ses jambes pour pas que ça bouge. Le problème, c'est qu'il y a plein de filles nues autour, donc ça bouge à un moment donné. C'est qu'il y a plein de filles nues autour, donc ce morceau, c'est très compliqué pour lui. Et donc, il y a la supérieure qui se penche avec ses lunettes au-dessus de son entrejambe, et là, ne résistant plus, le fil casse. Je ne sais plus ce que dit La Fontaine. Le geste est là, on ne dit pas les mots, mais on a compris, Catherine. et donc, ça envoie valser les lunettes de la supérieure, et donc, il se fait démasquer. Enfin bon, il y a encore il y a encore un petit rebondissement final où il réussit à faire... Donc ça, c'est très drôle. Vraiment, je recommande... On rit beaucoup quand même. La lecture des contes licencieux de La Fontaine. De l'émotion, du rire, évidemment, beaucoup d'intelligence. C'est l'incroyable histoire de la littérature française de Philippe Bercovici et Catherine Maury, qui est notre invitée. On prend des petites pauses de récré dans la quotidienne, ça vous va? Bien sûr. Allez, récré. Sacré pour une prof. Alors c'est une récré très très intéressée parce qu'on va profiter de votre présence. On va partir, puisque c'est les vacances, on a le temps de réviser, des révisions du bac français dont on parlait tout à l'heure, mais cette fois sur TikTok. Sur TikTok, avec cette TikTokeuse justement, elle s'appelle Solène et elle nous propose des quiz de culture littéraire, regardez. C'est parti, petit quiz de culture littéraire. À l'attention des premières qui passent le bac et de tous les curieux. Peux-tu me dire à quel mouvement littéraire appartiennent ces romanciers? C'est parti, on commence avec Gustave Flaubert qui est un réaliste. Le deuxième, André Breton, 20e siècle. Surréaliste. Alors, Montesquieu, qu'on appelle aussi le premier des philosophes des Lumières. Claude Simon, alors, on vous en parle pas trop, donc c'est normal si vous ne savez pas, mais sachez qu'il peut tomber. C'est le nouveau roman. Et enfin, Camus, Albert Camus, qui est le chef de file de l'absurde. Et heureusement que je suis là. Ça se discute, non, Camus et l'absurde. Je ne veux pas critiquer. Un petit peu, enfin, c'est pas un mouvement littéraire. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais enfin, on avait Ionesco dedans aussi. Les deux idées sont corrélées, c'est sûr. C'est pas la seule vidéo. Tout le compte TikTok de Solène est consacré aux révisions du bac français. Oui, un compte qui est suivi par presque 300 000 abonnés. Alors, elle propose des fiches de révision, des exemples de sujets de dissertation et même un plan d'action semaine par semaine pour organiser ces révisions. Regardez. Il reste 10 semaines avant l'écrit du bac de français. Et voici le plan d'action. Semaine 1, on revoit bien chacun des parcours étudiés, les livres lus, pour être sûr qu'ils sont compris de fond en comble. Pourquoi? Parce que ce soit l'oral ou l'écrit, c'est exactement ce qu'on attend de vous. D'accord? On attend de vous que vous fassiez le lien avec le parcours. Allez voir ma playlist parcours. Semaine 2, étude des 4 points de grammaire et de l'exercice de lecture, donc les règles de comptage et tout ce qui va avec, pour faire la meilleure des impressions à l'oral. Semaine 3, focus sur l'analyse linéaire, donc les 16 textes à connaître pour l'oral, l'analyse linéaire à l'oral. Ce que moi je vais faire avec eux, c'est que je vais revoir chacune de leurs analyses et je vais m'assurer que la problématique et la conclusion se répondent parfaitement et que ce n'est pas trop long. Semaine 4, la Célène et pas Solène, pardon pour elle et donc ses 300 000 abonnés TikTok. Le bac français, ça arrive là. Oui, les épreuves écrites auront lieu le 16 juin, épreuve en 4 heures. Les élèves auront le choix entre un commentaire littéraire sur un texte inconnu, mais répondant à l'un des 4 objets d'étude et une dissertation qui consiste en une question littéraire, dialectique ou thématique sur l'une des 12 œuvres au programme. Sujet d'invention, c'est mort. Il a été supprimé, lui, en 2020 et les oraux, eux, auront lieu du 20 juin au 1er juillet prochain. 4 objets d'étude, vous disiez? 4 objets d'étude, donc la poésie du 19e siècle au 21e siècle, la littérature d'idées du 16e siècle au 18e siècle, le roman et le récit du Moyen-Âge au 21e siècle et le théâtre du 17e siècle au 21e siècle. 12 auteurs au programme, on ne peut pas tous les citer, quelques-uns. Quelques-uns. Alors pour la poésie du 19e siècle au 21e, il y a les Fleurs du mal de Baudelaire, Alcool de Apollinaire, grand classique. Ils sont tous dedans. C'est un peu de pub, ça vous gêne pas? Non. Ok, je continue. Pour la littérature d'idées du 16e siècle au 18e siècle, il y a Olympe de Gouges avec Déclaration des droits de la femme et de Présente également. On a vu tout Rookie, elle vient d'arriver. Dans la petite vidéo. En tout cas, l'épreuve anticipée est de coefficient 5 pour
pour les voies générales et technologiques. C'est une épreuve importante, hein. Oui. Permet de vérifier toutes les compétences acquises en français au long de la scolarité. Oui, c'est ça. Elle permet aussi d'évaluer la maîtrise de la langue et de l'expression, l'aptitude à lire, à analyser et à interpréter les textes, l'aptitude à mobiliser une culture littéraire fondée donc sur les travaux réalisés en français. Un petit quiz pour vous. Est-ce que vous savez depuis Je quand déteste cette question à tous les coups. Est-ce que vous savez depuis quand on passe le français en première? Catherine Maury, vous savez depuis quand on passe le français en Je première? vous laisse répondre. Depuis 1969. Depuis 1969. Dingue. C'est ça, oui. 53 ans. C'est pas que je sois bon en maths, mais j'ai une raison de me souvenir de 69. Allez, merci pour cette récré. On retrouve Catherine Maury, le grand oral. Plus de 40 000 exemplaires vendus depuis la publication en novembre 2019 de la première édition de cette incroyable histoire de la littérature française, roman graphique qui parcourt 5 siècles de littérature en 340 pages sous le pinceau de Philippe Bercovici et la plume de Catherine Maury, invitée de ce grand oral. On apprend plein de choses. Alors, on a beaucoup rigolé, c'est sympathique, mais on peut quand même fixer. Il y a des moments où vous vous souvenez que vous êtes prof, quand même, vous nous fourguez 2-3 trucs un petit peu solides, quoi. Je prends un exemple, page 37 sur le CID. Vous avez un moyen mnémotechnique, non mais je vais vous le rappeler parce que je m'en souviens par cœur. Il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir de la règle des 3 unités du théâtre, à la fois du théâtre antique et donc du théâtre classique, temps, lieu, action. Vous dites, on va voir le CID si on voulait le faire. Il y a une polémique en fait, parce qu'on lui dit, t'exagères, ça tient pas ton truc. Ça tient pas dedans, oui, Voilà. ça tient pas dedans. Et vous le faites tenir. Ben non, je montre que justement. C'est absurde, mais bref. Vous essayez de C'est montrer. un Christmas pudding. Voilà. Si on fait tout tenir, Si on fait comme Cécile à 14h. Ah oui. C'est trop dense. Page 43, vous nous proposez une analyse comparée d'une fable d'Ésope et d'une fable de La Fontaine. Oui, c'est intéressant ça. Oui, alors donc parce qu'effectivement, La Fontaine, comme beaucoup d'autres auteurs du XVIIe siècle, s'est inspiré de fabulistes antiques, d'auteurs antiques. Et simplement, quand on lit la fable d'Ésope, c'est pas très vivant. Tandis que La Fontaine, lui, alors, il va introduire du dialogue direct, il va introduire du discours direct, il va jouer sur les temps, entre du présent, de l'imparfait de narration. Qu'est-ce qu'il fait encore sur les rythmes des vers? Vous savez, il utilise des vers qui ont des rythmes différents. C'est ce qu'on appelle des vers hétérométriques. Donc un Bien vers sûr. long Mais alors vous me l'enlevez de la bouche. On en parlait encore tout à l'heure. Mais ouais. Et voilà. Et donc ça rend la fable beaucoup plus vivante. Hétérométrique, je dis, le mètre, c'est ce qu'on appelle les pieds. Voilà, exactement. Compter les mètres, c'est compter les pieds, quoi. Voilà. Et hétéro, c'est que ça Il y en a change. plusieurs. Isométrique, c'est toujours le même. que des alexandrins, par exemple. C'est ça. C'est Lui, il joue énormément là-dessus. C'est dans la sang. Oui. Vous êtes sur les arènes du savoir, donc en version vidéo de cet ouvrage, mais je vous ai aussi trouvé sur YouTube en train de donner des cours à vos troisièmes pour le confinement. Alors ça nous donne bonjour mes troisièmes. Donc, genre les miens, je sais pas comment les collègues ont dit ça, mais d'où ça vous est venu cette envie, ce désir d'aller vers vos élèves de plein de façons différentes? Parce qu'au fond, c'est ça qui vous caractérise. C'est gentil. Mais c'était pendant le confinement, en fait. Oui, j'ai bien compris. Mais enfin, tout le monde l'a pas fait comme ça. Oui. Et en fait, c'était pour maintenir un lien. Alors ça, c'était très artisanal. Donc les vidéos que je fais avec les arènes du savoir. Donc là, j'ai la chance que ce soit très professionnel, etc. Donc là, c'était beaucoup plus artisanal. C'était mon mari qui me filmait. Et voilà. Il a un art du zoom. Ah, vous avez vu? Ah, j'ai remarqué. Travelling Aon. Mais écoutez, ça a bien marché. Enfin, en tout cas, mes élèves étaient contents. Qu'est-ce qui vous a donné, vous, le goût, l'envie de devenir professeur? C'est l'amour de la littérature? C'est l'envie de transmettre? Alors, l'amour de la littérature, ça, c'est sûr. J'avais pas du tout la vocation. Mais vraiment pas du tout. Vous savez, c'est comme ça, la vie. Non. Donc vous faites des études de lettres? J'ai fait des études de lettres par amour de la littérature. Au bout d'un moment, j'ai 25 ans, je suis toujours chez mes parents. Je me dis, ça n'est plus possible. Et là, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Passer les concours du professorat. Et en fait, je suis très heureuse en tant que professeure. Mais vous voyez, vous savez, ce sont les hasards de la vie. Et... Donc la vocation est venue. Avec la rencontre des élèves. Oui, voilà. Et sans ce moment que certains de vos collègues ou certaines peuvent ressentir quand ils sont arrivés uniquement par l'amour de la discipline, qui est de se dire il va falloir. On n'est plus dans l'analyse de haute voltige de ce qu'on fait à la Sorbonne. Il va falloir mettre les pieds sur terre. On s'y attend un petit peu quand même. On s'y attend un petit peu. Ouais, donc on le vit bien. Oui. Vous avez une anecdote préférée de toutes les anecdotes que vous racontez? Alors, il y en a beaucoup. Il y a l'histoire de Baudelaire avec ses cheveux verts. Alors Baudelaire, donc c'était un dandy, et il définit le dandy comme quelqu'un qui a le plaisir d'étonner et la satisfaction orgueilleuse de ne jamais être étonné. Et un jour, Baudelaire se teint les cheveux en vert. Le vrai dandy, c'est Poker Face, quoi qu'il arrive.
Il garde ça sur le visage neutre. Exactement. L'impassibilité Amal, en la fait. plus totale. Voilà, peut-être. Je ne connais pas encore assez Amal. Amal est un ordi. Et donc, il se teint les cheveux en vert et il sonne chez son ami Maxime Ducamp. Maxime Ducamp ouvre la porte. Rien. Donc, il voit quand même Baudelaire qui a les cheveux verts et il ne dit rien. Pourquoi ? Parce que Maxime Ducamp est aussi un dandy. Donc, il faut garder le... Voilà, donc lui aussi va absolument rester impassible. Et donc Baudelaire rentre, alors on l'imagine, il secoue sa crinière en tous sens comme ça pour bien montrer qu'il a les cheveux verts, et l'autre ne dit rien. Baudelaire est excédé, et au bout d'un moment il lui dit « Mais enfin quand même Ducamp, vous ne remarquez rien ?» Alors Ducamp dit « Mais non, de quoi ? Mais enfin, j'ai les cheveux verts. » « Oh, les cheveux verts, mais... » Tout le monde à Paris a des cheveux verts en ce moment. Vous savez, ces deux ados, hein, vous imaginez, il y en a un qui vient de s'acheter une paire de chaussures, une paire de baskets extrêmement excentriques. Je te calcule même pas. Voilà, et l'autre qui lui dit, je te calcule même pas. Quoi. C'est ça. On rit, on apprend des choses, on est ému aussi, il y a de belles histoires. On retrouve la langue parce qu'il y a des extraits des œuvres quand même, bien sûr. à beaucoup d'endroits. Citations. Incroyable histoire de la littérature française, incroyable livre. Catherine Maury, Philippe Bercovici, c'est aux Arènes BD. Évidemment, si vous êtes élève, ça peut vous servir, mais on peut aussi lire un ouvrage pas seulement parce qu'il sert, mais parce que c'est un plaisir. Et là, en ce qui me concerne, c'est un grand plaisir. C'est l'heure de notre conseil de discipline. Mais mais il est plutôt sympa parce qu'en fait, on fait appel à une avocate, maître Valérie Piot, qui donne des conseils aux élèves pour faire respecter le droit de l'éducation. Aujourd'hui, le sujet confiscation et fouille. Valérie Piot. Bonjour, nous allons parler de la confiscation d'un objet personnel de l'élève et de la fouille. Tout d'abord, la confiscation ne peut se pratiquer que dans des cas exceptionnels, dans la mesure où c'est une atteinte au droit de propriété. Donc, au sein de l'école, on va pouvoir, uniquement dans certains cas de façon très exceptionnelle, pratiquer cette confiscation, et en particulier dans deux cas de figure. Le premier cas, c'est quand il s'agit à titre préventif. Lorsque l'élève a un objet dangereux, on va pouvoir lui confisquer. Par exemple, si un élève est surpris dans la cour de récréation avec un couteau, le chef d'établissement, à titre de prévention, va pouvoir confisquer cet objet dangereux pour éviter, pour des raisons de sécurité. Et après, éventuellement, engager une procédure disciplinaire contre l'élève. Donc ça, c'est la confiscation à titre préventif. Le deuxième type de confiscation qui va éventuellement poser plus de difficultés, c'est la confiscation à titre de punition. Alors, la confiscation à titre de punition doit être prévue impérativement dans le règlement intérieur. Sinon, le chef d'établissement ne pourra pas pratiquer cette confiscation. La confiscation donc, doit prévoir les modalités de confiscation et de restitution dans le règlement intérieur à titre de punition. Par exemple, si un élève au collège a son téléphone portable, on va pouvoir lui confisquer si le règlement intérieur le prévoit. Ce qu'il faut savoir en matière de confiscation, c'est que celui qui va confisquer, donc en l'occurrence le membre de l'équipe éducative qui va confisquer le téléphone, va en devenir le gardien. Qu'est-ce que ça veut dire d'être gardien, par exemple, du téléphone portable ? Ça veut dire que si jamais le téléphone portable est perdu, volé, dégradé, ou qu'il y a des appels, par exemple, qui sont passés de ce téléphone portable, à ce moment-là, celui qui a confisqué et qui est gardien en est responsable et la famille peut éventuellement solliciter une indemnisation financière. C'est pour ça que la confiscation, qui doit être pratiquée de façon exceptionnelle, en plus, expose finalement le membre de l'équipe éducative qui a confisqué à un risque par rapport à la confiscation de l'objet. La fouille d'un élève. La fouille d'un élève n'est autorisée qu'avec l'accord de cet élève. Il faut savoir qu'en fait, un chef d'établissement ou un surveillant n'a pas le droit de fouiller un élève ou le cartable d'un élève sans l'autorisation de celui-ci. Seul un officier de police judiciaire, donc seule la police, a le droit de fouiller quelqu'un ou les affaires de quelqu'un sans son accord. Donc, de manière concrète, au sein de l'établissement scolaire, on ne peut fouiller et demander à un élève d'ouvrir son cartable
que s'il donne cette autorisation. Donc il est possible de dire non et à ce moment-là, le chef d'établissement, s'il souhaite fouiller le cartable de l'élève, devra appeler les services de police qui, eux, auront le droit de fouiller sans l'accord de l'élève. Voilà, vous savez tout sur les droits et obligations en matière de confiscation et en matière de fouille dans un établissement scolaire. Alors faites attention, si vous vous baladez avec cette incroyable histoire de la littérature française, vous risquez de vous faire confisquer par quelqu'un qui aura vu l'émission et qui saura à quel point c'est un ouvrage plaisant à lire. Catherine Maury, merci d'avoir été l'invitée de ce grand oral. Dans les vertus pédagogiques, il y a quelque chose qu'on n'a quand même pas dit. On mémorise des choses aussi avec le dessin. Bien sûr, c'est une technique de mémorisation associée à une idée, une image mentale. Donc par exemple, on parlait de Baudelaire, du les cheveux verts, ça on les voit. Oui. Voilà, on pense les cheveux verts, le dandysme, et voilà, ça peut rester davantage dans l'esprit qu'un simple concept. Voilà, ou l'homme de gauche chez son papa boucher, ça laisse des images aussi. L'incroyable histoire de la littérature française, 2e édition donc augmentée. Catherine Maury à la plume, Philippe Bercovici au dessin, c'est aux Arènes BD. On peut également aller voir sur le site des Arènes du Savoir les vidéos qui sont tirées du livre et qui permettent d'aider à réviser le bac français, puisque les auteurs présents dans cette incroyable histoire sont tous les plus étudiés au lycée, et notamment les nouveaux auteurs qui ont fait leur entrée au Olympe de Gouges, Céline Louis Aragon et Marguerite Duras. Merci beaucoup, merci Amal. Catherine, merci. Merci aussi à toute l'équipe de la quotidienne de School TV, au maquillage Laure Audemont, Marine Plantec assistée par Roxane Sarfati, au son Maxence Mougin, à la réalisation Lauriane Voué. Vous restez sur School TV évidemment, et vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.